Hey citoyennes et citoyens, cette émission est en partenariat avec Métal Hurlant. Et dans une vidéo qui parle de Mad Max, ça tombe extrêmement bien puisque vous ne le saviez peut-être pas, mais George Miller, le réalisateur de cette saga culte, était tellement fan du magazine qu'il voulait donner son nom à son univers post-apocalyptique. Sauf qu'à l'époque, Jean-Pierre Dionnet a refusé parce qu'il a été... con. C'est ses propres mots, moi j'invente rien. Vous l'aurez compris, Métal Hurlant, c'est une revue culte fondée dans les années 70 par Dionnet, donc, Druillet et Moebius. Sans elle, de nombreuses œuvres mythiques de la SF comme Alien, Blade Runner et d'autres auraient eu une autre gueule, voire n'auraient même pas existé. Le 11e numéro vient de sortir, un numéro spécial vacances métalliques. Ce qui me ravit parce que perso, j'adore me barrer en vacances, et c'est un sujet qu'on voit peu en science-fiction. 300 pages de BD, d'histoires courtes, d'articles et d'interviews, il y a tout ce qu'il faut pour les passionnés de SF que vous êtes. Il y a notamment un entretien avec Liu Cixin, l'auteur du Problème à trois corps et l'un des écrivains majeurs de la hard science de votre époque. Clairement, jetez-vous dessus. Vous pourrez vous procurer ce numéro en l'achetant directement en kiosque et librairie, mais le mieux, ça reste de vous abonner via le lien dans la description. Ainsi, vous pourrez bénéficier d'une réduction jusqu'à 20% par magazine. Allez, faites-vous plaisir. Et maintenant, votre émission. C'est quoi cette connerie ? Ah, soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Du post-apo, encore et toujours. Décidément, je devrais renommer la chaîne Apocalypse et compagnie, ça serait plus juste. Mais comment faire autrement, alors qu'il y a eu une recrudescence du genre au début du 21e siècle, et surtout, le retour d'un univers phare de celui-ci, Mad Max. Mad Max, à l'origine, ce sont 3 films réalisés par George Miller, qui nous font suivre les aventures de Max Rokaczynski, un flic en bagnole qui finira par devenir le Road Warrior, le guerrier de la route survivant dans un monde sans foi ni loi. Ultra-violence et course-poursuite dantesques, voilà le programme que nous proposaient ces films. C'est peut-être la saga de SF la plus protéiforme qui ait jamais existé. En effet, les 3 premiers métrages ont connu une réelle évolution. Déjà, dans leur production même. Le premier opus, sorti en 1979, est un film indépendant au budget familique de 400 000 $ australiens. Des conditions qui lui donneront une identité propre. Râpeux et sans concession, le film est à l'image d'une époque où l'irrévérence pouvait être payante. Et ce fut le cas, Mad Max engendra plus de 100 millions de dollars US à l'international, ce qui en fit le film le plus rentable de l'époque et celui qui détenait le rapport box-office budget le plus élevé de tous les temps. Il ne sera détrôné que par le projet Blair Witch 20 ans plus tard. 2 ans après, le deuxième volet, lui, offre plus de moyens, plus d'univers, plus de folie. Le résultat du succès du premier, qui offrit un pont d'or à son réalisateur, 4 millions de dollars australiens, donc 10 fois plus qu'avant. Le film le plus cher à avoir été produit sur le continent à l'envers, à l'époque. Il sera à nouveau un énorme succès. Puis rebelote pour le 3e film, mal aimé à tort, je vous l'ai dit 100 fois, qui passait encore un stade dans la superproduction, mais qui avait pour lui la maestria de son réalisateur. Encore plus de décors, de figurants, de véhicules, et Tina Turner. Mais l'évolution de Mad Max, elle va surtout se faire sentir dans l'univers des films. Le premier, on est clairement dans le pré-apocalyptique. La société se maintient, mais elle est en déliquescence, avec des hordes de pirates de la route qui sévissent dans l'outback australien. Le deuxième film se situe dans un monde qui a été le théâtre d'une guerre globale où les ressources se font rares. Et le troisième, après une guerre nucléaire qui aura achevé de mettre la société à genoux. C'est donc Beyond Thunderdome qui marque définitivement l'entrée de Mad Max dans le post-apocalyptique. La saga a même grandement influencé l'esthétique du genre, avec ses punks tout en cuir évoluant dans des déserts radioactifs. Tupac et Ken le Survivant pourront en témoigner. Enfin, il y en a un qui est mort et l'autre, c'est un dessin animé. Donc ça va être compliqué, en vrai. Mad Max m'a fortement marqué étant enfant. C'est certainement la série de films qui m'aura donné goût au post-apo, et c'est pas étonnant, c'est tout simplement parce qu'elle a été créée par un homme merveilleux, George Miller donc, qui arrive toujours à taper juste. Ces films allient systématiquement réalisation au poil, première grille de lecture cool, sous-texte fouillé et de l'émotion. Mais pas de l'émotion tirée à grands coups de procédés narratifs faciles, genre comme l'un des grands mâles de votre époque, lier tous les éléments de l'intrigue au passé du personnage principal, à sa famille ou à des gens de son entourage. N'est-ce pas les séries Altered Carbon, ou tiens plus récemment, Le Problème à trois corps ? Bordel, mais 8 milliards d'êtres humains sur la planète, et tout le destin de l'humanité dépend des agissements d'un seul groupe d'amis. Mais quelle merde! Bon, le livre est incroyable par contre. Non, une émotion générée par l'équilibre et la cohérence parfaite entre la forme et le fond, la narration et la mise en scène. Miller est tout simplement ce que je considère comme un maître du cinéma, l'un des derniers à votre époque à savoir évoquer et raconter par l'image. J'en profite pour vous conseiller chaudement 3000 ans à t'attendre, son avant-dernier film que personne n'a vu, et c'est bien dommage, parce que c'est une sacrée expérience. N'hésitez pas.
Bref, on a parlé ici de la première phase de la saga Mad Max, car malgré la grande diversité entre les films de cette trilogie, je considère qu'elle fait partie d'un tout artistiquement parlant. Il était donc temps pour cet univers de savourer son statut d'œuvre culte et de s'arrêter là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Mourir ou évoluer. Et autant dire que notre cher Miller a choisi la deuxième solution avec l'arrivée en 2015 de l'une des plus grosses claques dans la gueule que je me suis jamais prise en termes de cinéma, Mad Max Fury Road, que mine de rien j'ai jamais réellement abordé sur la chaîne. Fury Road, c'est du pur cinéma, une anomalie qui a immédiatement marqué l'histoire de cet art, un classique instantané. Il est difficile de définir ce qui est parfait en art, mais sincèrement, c'est le qualificatif que j'utiliserai pour définir ce film. Pas parce qu'il est parfait de manière absolue, mais il l'est définitivement dans le cadre qu'il s'est choisi, c'est-à-dire celui du film d'action avec du sens. Dans ce paradigme, rien ne dépasse, tout est maîtrisé et a une raison d'exister. Une mise en scène furieuse, intense, à couper le souffle, accompagnée d'un montage qui suit la cadence frénétique de scènes d'action ambitieuses, tout en les rendant hyper compréhensibles. Des scènes qui d'ailleurs posent un nouveau jalon dans le genre, avec des concepts jamais vus. Une direction artistique homogène, avec des petites trouvailles visuelles à chaque instant, presque aucun faux pas au niveau des CGI, qui tenaient encore la route 9 ans après. Un mixage et un habillage sonore incroyables, qui aident à ressentir les textures et les matières. Des comédiennes et des comédiens habités même dans les rôles secondaires, et on ne s'ennuie pas une seule seconde. Même sans aller dans l'analyse profonde de la chose, on sent que le film nous parle de bien d'autres aspects qu'une unique course-poursuite dans le désert. Il nous y parle d'écologie, de la place de la femme dans la société, de rapport au pouvoir. On est tout simplement face à un de ces blockbusters que j'appelle toujours de mes vœux, ce qui allie divertissement et réflexion. Mais j'ai pas envie d'aller dans l'analyse profonde des thématiques que je vous ai évoquées, d'autres l'ont fait avant moi, et surtout, ce sont des sujets qui en fait parlent de votre époque. Et même si j'ai grandement apprécié la position de Fury Road et de son réalisateur sur ceci, ce qui m'a le plus marqué, c'est davantage la réflexion que le film propose sur le monde post-apocalyptique dans lequel il évolue, et surtout, l'effet que cela a eu sur l'humain. Et oui, car se retrouver dans un monde pareil n'est pas anodin. Ce n'est pas un événement que l'on traverse tranquillement dans notre vie. Il va inévitablement marquer notre psyché et avoir un impact majeur sur la personne que l'on est. Un aspect qui a toujours été exploré dans les Mad Max. Avec cette scène dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode sur le post-apo où Anti-Entity demande à Max ce qu'il faisait avant que le monde ne s'effondre. T'es un flic, en bagnole. Elle lui répond qu'elle, au contraire, n'était rien. Et que ce monde lui a permis de s'élever. Une ascension sociale permise par l'apocalypse et dont je vous rappelle le rôle que j'avais théorisé à l'époque comme remise à niveau social et retour à l'ordre naturel par la destruction presque totale des individus biologiques sentients d'une planète structurée globalement au niveau sociétal. Ça ne veut pas dire grand chose, mais vous pouvez le ressortir pour briller en soirée mondaine. Mais dans la première trilogie, cette réflexion des effets de la fin du monde sur la psyché humaine, elle restait sous forme de touche comme ça. Alors que dans Fury Road, elle devient centrale. Tout le monde est devenu fou, et c'est bien normal. Comment rester sain d'esprit dans un monde pareil? Notamment lorsque l'on a vécu celui d'avant. Le choc que doit représenter la perte de tout ce que l'on avait, tant au niveau sentimental que matériel, est un trauma qu'il est difficile d'imaginer pour des gens de votre époque. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt. Cette plongée dans la folie humaine que nous propose Fury Road, grunge, grotesque même, donne au film une patte incroyable et une identité sans aucun équivalent. Bon, vous l'aurez compris, j'adore Fury Road. Quand je suis sorti de la salle à l'époque, j'étais dans le même état que lorsque j'étais sorti de Starship Troopers en 98. Vous savez, cette espèce d'excitation qui nous transcende et qui nous donne envie de vivre dans le monde qu'on vient de voir. Très clairement, ce sentiment, je ne l'avais pas ressenti depuis très longtemps. C'est pour ça que c'était très difficile pour moi d'imaginer une suite ou quoi que ce soit d'autre dans l'univers de Mad Max après ça. Et pourtant, voilà Furiosa qui débarque en 2024, Shiny and Chrome. Le réalisateur avait très vite annoncé qu'il avait d'autres films en tête à la suite du 4e. Un projet qui a tout de même mis 9 années à se concrétiser. Un temps non négligeable, qui l'âge n'aidant pas forcément, peut avoir un effet sur le résultat final. On l'a vu récemment avec Avatar 2. Alors, qu'en est-il de Furiosa ? Furiosa nous raconte l'histoire du personnage éponyme qui avait pris la route dans Fury Road aux côtés du légendaire Max. Interprété alors par Charlize Theron, excellente dans le rôle, le film se concluait sur un passage de témoin entre le Road Warrior et notre Imperator. Furiosa le film revient donc sur le passé du personnage, comment elle a été enlevée à sa tribu et comment elle en est arrivée à faire partie de la bande à Joe. Je dois l'avouer, j'étais dès le départ relativement dubitatif vis-à-vis du projet. Bon, déjà parce que les préquels, ça me fatigue. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il s'est passé avant. Ce n'est pas que je m'en fous. Le dire, ce serait mentir. C'est juste que je trouve, là encore, que c'est une façon sans grand risque de créer de l'intérêt et de l'émotion. J'aimerais tout simplement qu'on s'adresse à moi avec une autre proposition que celle de voir le passé de trucs ou de machins. Et d'une manière générale, ça crée rarement du nouveau. Et ça tombe souvent dans l'écueil du fanservice facile. Ensuite, les premiers teasers et trailers,
il m'avait pas du tout rassuré. Je ressentais une impression de redite. Les Warboys qui attaquent avec leurs lances explosives, les mêmes décors, les mêmes personnages. Alors oui, c'était pas si étonnant que ça vu qu'il s'agit d'un préquel, mais comme c'est ce qui composait la majorité des images qu'on nous proposait, et que je m'étais imaginé quelque chose de plus novateur, ça m'a un peu refroidi. Et puis, peut-être ce qui m'inquiétait le plus, les CGI faisaient mal aux yeux, comme s'ils n'étaient pas terminés. Inquiet, c'est le mot. Voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais avant d'aller voir le film. Mais j'avais aussi confiance en George Miller. Comme quoi, malgré les multiples déceptions que m'ont procuré les grands réalisateurs de ma jeunesse, il m'arrive encore d'avoir de l'espoir. Et ça, c'est beau. En tout cas, j'ai eu bien raison d'y croire, parce que Furiosa est un putain de bon film. Je l'ai vu 2 fois. Et c'est vrai qu'après la première fois, j'étais content, mais pas extatique. Je dirais simplement que les inquiétudes que j'avais se sont révélées plutôt vraies, notamment concernant les CGI. C'est assez fou, mais elles sont souvent, trop souvent, pas dingues, avec des incrustations moyennes, des personnages en 3D en arrière-plan mal finalisés, et puis, évidemment, on retrouve la technologie Stagecraft. En tout cas, j'ai eu l'impression qu'ils l'avaient utilisée, mais j'ai eu beau chercher l'info, j'ai pas réussi à le confirmer. Toujours est-il que soit ils l'ont utilisé, et j'en peux plus, hein, là, cette fausse perspective, ça me saute à la gueule, je ne supporte plus cette technologie, soit les fonds verts sont absolument dégueulasses. Et le fait que les CGI soient mal finis, bah, ça amène à un autre point, c'est qu'on les remarque beaucoup plus que dans Fury Road. Du coup, ça donne aussi l'impression qu'il y en a beaucoup plus. Et je peux pas m'empêcher d'être un petit peu déçu vis-à-vis de ça, parce que Fury Road était un exemple en termes d'intégration de ces effets spéciaux. Non seulement on les remarquait pas, ou à peine, mais en plus, il y avait énormément d'effets pratiques. Chose qui me semble être beaucoup moins le cas cette fois-ci. Tout ça, bah, ça donne l'impression d'une moins bonne maîtrise du réalisateur sur son œuvre. Et c'est vraiment dommage, parce que Fury Road, c'était un petit bijou sans fausse note, comme je vous disais. J'ai trouvé aussi que la photographie était plus clean, avec moins de caractère, moins d'aspérité. Ça s'explique certainement par le remplacement de John Seal, qui avait officié dans Fury Road, par Simon Duggan, qui lui avait fait la photographie d'iRobot, Die Hard 4, 302 ou encore Warcraft. Et sincèrement, je trouve qu'on retrouve son traitement très clinique de la lumière qu'il avait dans la plupart de ses films. Ces éléments, ils m'ont peu à peu mis dans un état d'esprit où j'ai commencé à chercher la petite bête, quoi. Et on en arrive à l'aspect préquel. Je m'étais fait une raison avant d'aller le voir. Je ne peux pas reprocher au film ce qu'il est. C'est un choix, une proposition du réalisateur, c'est comme ça. C'est comme pour Blade Runner 2049 en fait. Est-ce que je pense que ça aurait été plus intelligent de créer une nouvelle histoire complètement détachée du film précédent? Oui. Est-ce que ça supprime tout droit au film d'être bon? Non. Sauf que le fait de revisiter les mêmes lieux que le film précédent, même si on en découvrait certains plus en profondeur, ça m'a donné l'impression d'être enfermé contre mon gré dans un cadre que je connaissais déjà. Et puis je trouvais quand même que George Miller était tombé dans le piège de tout préquel. Le fanservice un peu inutile et le fait de marquer trop fortement le lien avec le film précédent. 4 éléments m'ont un peu dérangé. Un basique, l'explication de l'arrivée du personnage du médecin dans la bande d'Immortan, on s'en fout, clairement. Un autre que je ne comprends pas, le fait qu'il y ait des extraits de Fury Road lors du générique de fin, ça brouille complètement l'identité propre de Furiosa. Et puis 2 autres qui sonnent, comme des aveux de faiblesse à mes yeux. Il y a cette courte scène où on voit Max plus jeune en train de regarder Furiosa au loin, et il y a ce raccrochage inutile avec Fury Road dans les derniers instants où on voit les favoris rentrer dans le camion du prochain film. Pourquoi faire ça? Franchement, ça n'a aucun intérêt. Max, il a rien à foutre là. Et terminer sur cette trappe qui se ferme là sous le camion, franchement, ça manque de panache. Le dernier plan du film précédent, il était évocateur, touchant, puissant. Là, c'est juste une trappe qui se ferme. Et quand je vous parlais d'une moins bonne maîtrise, c'est aussi là que je le ressens. Comme si Miller se sentait obligé de mettre ces éléments. Ou pire, qu'il était obligé par d'autres à le faire. Ce qui serait une première. En fait, j'avais l'impression que pour la première fois dans l'histoire de Mad Max, l'œuvre passait plus son temps à parler d'elle-même, à se regarder le nombril, plutôt qu'à essayer de proposer quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être ce qui m'avait le plus dérangé. Si on ajoute à ça le fait qu'inévitablement, l'effet de surprise n'était plus là, un aspect hyper important dans l'appréciation d'une œuvre, eh bien, je suis ressorti de ce premier visionnage satisfait, mais sans plus. Mais satisfait de quoi, me demanderez-vous, vu que pour le moment, j'ai rien dit de positif. Eh bien, par plein de choses. Il y a des plans absolument dingues, les scènes de course-poursuite sont folles, alors oui, on est moins surpris que dans le film précédent, et les CGI sont moins bonnes, mais Miller arrive de nouveau à nous sortir des dingueries. Il y a presque un côté jeu vidéo dans le traitement qu'il fait de son univers, et de ses séquences avec de nouvelles idées de véhicules, ou de typologie d'ennemis, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ensuite, j'ai vraiment apprécié la performance des 2 comédiens principaux, que sont Anna Taylor-Joy et Chris Hemsworth. La première a la présence magnétique nécessaire à cette Furiosa globalement mutique, et le deuxième, je vous avoue que je ne m'attendais pas à le voir aussi inspiré. C'est un comédien que j'apprécie, attention. Mais perso, je l'avais jamais vu dans un registre aussi ambigu. Franchement, bravo à lui, parce que son Dementus, tantôt inquiétant, tantôt grand guignolesque, mais toujours intéressant, m'a vraiment plu. Une mention aussi à la jeune Alila Brown, qui joue Furiosa enfant, et que j'ai trouvé très bonne. Des super scènes d'action, une réalisation inspirée, des personnages intéressants dont on a envie de suivre les péripéties. Malgré les défauts, on est sur un film qui écrase la concurrence.
Donc pourquoi est-ce que je ressentais ce besoin d'un deuxième visionnage? Bon, déjà parce que j'ai remarqué que ça permet de faire le deuil des biais qu'on a sur un film en allant le voir. Et vu que j'en avais quelques-uns, c'était pas de trop. Le revoir, en connaissant les propositions, ça permet, face au bon film en tout cas, d'être plus en paix vis-à-vis des aspects qui nous ont dérangés la première fois, et donc d'avoir paradoxalement un regard plus neuf sur l'œuvre. Et aussi je sentais que j'avais besoin de m'imprégner davantage du message du film. Sur la première ligne de lecture, nous avons à nouveau une réflexion globale sur le caractère autodestructeur de l'humain et à quel point il est incapable de tirer des leçons de ses erreurs. Le fait que Dementus appelle les terres désolées, le nom est évocateur, Land of Opportunity, qui est le surnom que l'on donne aux États-Unis, alors même que ce qu'ils considèrent comme un pseudo-paradis sont un champ pétrolifère et une usine d'armement, soit exactement ce qui a causé la chute du monde, montre bien cette critique de notre espèce, ainsi que celle du capitalisme ultralibéral qui avait cours de manière globale à votre époque. Mais le film va plus loin que cela, avec un nihilisme qu'on voit rarement dans une production de ce calibre. Tout comme le dit Dementus, dans le Wasteland, construire quelque chose de pérenne semble illusoire. C'est la position de l'antagoniste principal en tout cas, qui va tout faire pour empêcher les autres personnages de s'inscrire dans la durée. Notamment en détruisant le semblant de civilisation que Immortan Joe cherche à créer, puisqu'il finira par rendre Petroville complètement improductive, et que c'est ça que ça amènera à la destruction de la ferme à balles. Immortan Joe apparaît alors en comparaison presque comme un visionnaire humaniste, qui n'est pas dans la même démarche de destruction fataliste. Un comble. Les deux grands méchants sont pleinement opposés politiquement parlant. Furiosa, quant à elle, est intéressante dans son positionnement car elle basera toute son existence sur l'espoir de retourner auprès des siens malgré l'adversité. Mais c'est là tout le propos du film, c'est qu'en réalité, l'espoir est très loin d'être le seul moteur de Furiosa. L'autre force qui la meut, c'est la vengeance. L'envie de vengeance, c'est un sentiment qu'on méprise souvent, qu'il est de bon ton de critiquer, comme quoi ça apporterait aucun réconfort, etc., etc. Mais personnellement, et je vous rappelle que je suis pirate de l'espace, donc à prendre avec des pincettes, non seulement je trouve que c'est un besoin légitime, mais qui en plus revêt de multiples facettes qui le rendent passionnant à voir exprimé dans l'art. À partir de quand considère-t-on que l'on est vengé? Qu'est-ce qui nous pousse à le faire? L'amour de ce qui est perdu ou la haine de ce qui nous l'a pris? Le film assume pleinement cette recherche personnelle. Le réflexe de vengeance, presque animal, il est acceptable que d'individu à individu. Le fait qu'une personne souhaite se venger de quelque chose, tout le monde le comprendra. Et c'est là où la société se doit d'intervenir pour cadrer ce besoin primaire. Et dans une société correcte, on ne peut pas accepter que les citoyens se fassent justice eux-mêmes. La cité est là pour encadrer cela en rendant la justice de manière plus pacifiée. Et c'est à l'individu d'accepter ce fait pour le bien général. Mais dans Furiosa et le post-apo en général, il n'y a plus de société, et chacun cherche à donner un sens à son existence. Les motards qui enlèvent la jeune fille au début du film et qui ne veulent plus être traités comme des chiens. Les sous-fifres de Dementus qui doivent s'inscrire en comparaison à lui. Dementus lui-même qui, dans son effondrement émotionnel et psychique, le vide intérieur qu'il ressent dû à la perte de ce qui lui était cher, recherche un pouvoir vain dans un monde à l'agonie tout en attendant la mort avec impatience. Et enfin Furiosa, qui avant de repartir chez elle, cherchera à tout prix à se venger de l'homme qui a tué les deux personnes qui comptaient le plus pour elle. Mais c'est là qu'on voit que Miller nous propose une hiérarchie des priorités. La vengeance de sa mère n'était pas, à la base, son premier objectif. Non, la priorité, c'était la promesse qu'elle lui avait fait de rentrer à la maison. Ce n'est que lorsque Dementus tue le prétorien Jack, alors qu'ils partent ensemble vers la Terre Verte, qu'elle décide de définitivement lui régler son compte. Des fois, trop c'est trop, tout simplement. Et pour combler le vide inhérent à tout individu vivant dans un tel monde, Furiosa le film semble nous dire que la haine et la vengeance sont peut-être des raisons de continuer à vivre tout aussi légitimes que d'autres. Notre héroïne finit donc par succomber à ce réflexe destructeur, la haine l'emporte sur l'espoir. Même si cette vengeance prendra une forme inattendue et paradoxalement porteuse de vie, la vengeance n'en restera pas moins consommée. Chose que Dementus annonce à Furiosa dans le face-à-face final, une scène qui m'a énormément marqué par l'absence totale de compromission dans la position de chacun des personnages, puisque le tout reste de trouver comment terminer sa propre recherche de sens. Un moment radical, dont le dénouement sylvestre, si je puis dire, ça c'est pour pas trop spoiler, aurait mérité d'être la fin du film, et pas cette putain de trappe de merde. S'il ne dépasse pas son prédécesseur, Furiosa reste donc un excellent film qui mérite toute votre attention. Peut-être que son seul défaut au final, c'est tout simplement d'être arrivé après Fury Road. Cela crée une légère impression de répétition, ce qui est dommage pour un film qui en réalité est très différent de son prédécesseur dans sa narration notamment. En tout cas, une œuvre grand public qui s'assume comme ça, avec une radicalité aussi marquée, vous n'en verrez plus très souvent dans votre vie en SF grand public, donc profitez-en. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait, et surtout à nous soutenir sur Tipeee si vous estimez que le Nexus 6 doit continuer à voler. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.